Bonjour, chers étudiants. J'espère que nous en forme. Nous allons poursuivre avec l'étude des amphibiens, notamment les systèmes. Donc, dans la dernière vidéo, nous avions parlé du système respiratoire et on a vu que chez ces animaux, donc là, c'est respiration peut-être bronchiale et chez la larve, le tétard, elle peut être cutanée, larve adulte, et la respiration peut être pulmonaire chez les adultes notamment. Donc, nous allons poursuivre avec l'étude de notre système, à savoir le système circulatoire. Donc, contrairement aux poissons qui avaient, ou du moins qui ont un cœur à deux cavités, donc les amphibiens donc, font l'objet d'une évolution en ce sens que ils ont un cœur à trois cavités. Donc, c'est une étape importante de l'évolution des vertébrés et nous allons voir que cette évolution dans la configuration du cœur donc, va se poursuivre et jusqu'à les reptiles. On a déjà vu ça, donc on a vu que la plupart des reptiles ont un cœur à trois cavités, excepté les crocodiliens qui ont un cœur à quatre cavités. Donc, les crocodiliens, je dirais, donc, et, constituent la phase transitoire entre les animaux et possédant un cœur à trois cavités et les animaux possédant un cœur à quatre cavités. Donc, la circulation est double chez ces animaux. Il y a une circulation entre le cœur et le poumon et une autre circulation entre le cœur et les organes. Donc, c'est ce qu'on appelle double circulation. Donc, on voit à travers cette image, cette belle image générée par l'IA, donc les deux oreillette droite qui reçoit le sang veineux, oreillette gauche qui est, reçoit le sang oxygéné et le ventricule, l'unique ventricule à travers lequel il y a un mélange partiel et du sang veineux et du sang oxygéné. Donc, en fait, ce cœur à trois cavités est efficace justement pour assurer donc la propulsion du sang à travers tout le corps, tout l'organisme des amphibiens. Donc, n'oubliez pas que les amphibiens respirent et non seulement par les poumons, mais aussi par la peau et notamment chez la larve, le tétard par les branchies. Donc, ce système est moins performant par rapport à celui des reptiles, mais ou encore des oiseaux, des mammifères. Donc, mais il est largement suffisant. Donc, pour des animaux ectothermes, c'est largement suffisant pour des animaux ectothermes, donc, dont les besoins énergétiques donc, sont relativement faibles. Alors, en ce qui concerne la double circulation, donc, il faut dire également que euh, et le premier circuit sanguin est pulmocutané, pulmocutané, le premier circuit sanguin. Donc, par rapport à ce circuit, donc le sang quitte le cœur pour aller vers les poumons, pour aller vers les poumons et la peau. Donc, où ce sang et se charge en oxygène.
et le second circuit, et c'est la grande circulation qui concerne le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc, le sang oxygéné est distribué à tous les organes, puis revient au cœur après avoir fourni et l'oxygène et les nutriments au tissu et aussi se charge du gaz carbonique. Donc, on dit que et cette circulation est double, donc parce que le sang passe 2 fois par le cœur au cours d'un cycle complet. Donc, on a vu que chez les poissons, la circulation est simple parce que le sang passe une seule fois au niveau du cœur, mais chez les organismes, les êtres vivants, où le sang passe 2 fois dans le cœur, donc on parle à ce moment de circulation sanguine. Donc le sang veineux pénètre dans le cœur, ensuite propulsé vers les poumons. Le sang pulmoné revient au cœur, ensuite pour être propulsé à travers les aortes, donc au niveau de tout l'organisme. Donc on parle de double circulation. Alors, il faut dire aussi, c'est une double circulation incomplète. Double circulation incomplète. Alors, pourquoi incomplète? C'est parce que les deux types de sang ne se sont pas totalement séparés. Donc, vous voyez, au niveau du ventricule, donc il n'y a pas un cloison étanche, il n'y a pas une séparation étanche, donc il y a un mélange. Et il y a un sang mixte, donc il est vrai que le mélange n'est pas total, mais quand même, il y a un mélange partiel, donc ce qui fait que c'est une double circulation incomplète. Alors, donc, cette organisation donc, est complètement adaptée aux amphibiens parce que, je dirais, un manque qui était capable de gagner au niveau du système circulatoire, donc est compensé par la respiration cutanée et la respiration bucco-pharyngène qu'on avait vu au début du cours. Ok, donc nous allons poursuivre avec le système excréteur des amphibiens. Donc maintenant, il faut dire que ce système comprend principalement les reins, les uretères, la vessie et le cloaque. Bon, finalement, thème ça, je pense que nous maîtrisons. Donc, le cloaque, donc nous allons voir chaque organe séparément. Donc, les reins et mésonéphros. Et chez l'adulte, il faut dire que les reins sont, comme vous voyez, donc les reins sont allongés et situés dans la partie postérieure de la cavité abdominale. Et ce rein, ou encore ces reins, assurent deux fonctions essentielles. Donc, il y a l'élimination des déchets azotés et le maintien de l'équilibre hydrique et ionique. Donc, cette deuxième fonction est une fonction particulièrement importante car les amphibiens, en fait, possèdent une peau très perméable. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent donc gagner ou perdre rapidement de l'eau selon les conditions du milieu. Donc, voilà pourquoi il est important de réguler donc les ions, de réguler la quantité d'eau au niveau de l'organisme des amphibiens. En ce qui a trait à la vessie,
Et il faut dire que la vessie ne sert pas uniquement à stocker l'urine. Ok, chez ces animaux, la vessie ne sert pas uniquement à stocker l'urine. Donc, chez de nombreux amphibiens, donc, elle peut aussi participer à la récupération de l'eau. Et lorsque l'animal se trouve dans un environnement sec, donc, et une partie de cette eau est contenue dans la vessie peut être réabsorbée donc pour alimenter les organes en eau. Donc, la vessie, c'est pas seulement un réservoir d'urine, mais elle joue aussi un rôle de réserve hydrique. Et puis, le cloaque, et cette cavité est commune au système digestif urinaire et reproducteur. Donc, il faut dire que les produits de l'excrétion arrivent au cloaque avant d'être évacués vers, avant d'être évacués vers l'extérieur. Et les larves aquatiques, donc le principal, ça c'est très important, extrêmement important pour nous connaître que, donc, et en fonction des conditions ou encore du milieu de vie et en fonction de, de- du stade de développement de l'amphibien. Donc, il y a des déchets particuliers qui sont excrétés par ces animaux. Par exemple, la larve. Donc, en ce qui concerne la larve, et qui sont aquatiques, donc le principal déchet azoté, c'est l'ammoniac C. Donc, l'ammoniac qui est très toxique dans l'eau, donc c'est un gaz NH3 qui est très toxique, alors que donc, chez les adultes qui vivent en milieu terrestre, donc, ils excrètent l'urée, qui est un dérivé de l'ammoniac, et puis en conditions sèches, dans un souci de conservation d'eau, donc, et en milieu sec, dans les conditions sèches, donc c'est l'acide urique, donc qui est un peu soluble, donc qui est éliminé. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que le système excréteur des amphibiens s'adapte au milieu, donc en changeant le produit azoté éliminé. Alors, et par rapport aux substances et aux déchets éliminés, et par exemple, on peut qualifier les larves ou encore les animaux qui excrètent l'ammoniac comme ammoniotélique, ammo, ammoniotélique. Ok, les animaux qui excrètent, qui éliminent et les déchets azotés sous forme de ammoniac, c'est ammoniothélique, alors que donc, les animaux qui excrètent les déchets azotés, les produits azotés sous forme d'urée, donc on les appelle uréothéliques, uréothéliques. Donc, voyez bien, il y a une différence et entre la larve et la forme adulte, donc entre les adultes des amphibiens. En ce qui a trait à la régulation de l'eau, donc nous avons vu que le fait que la peau est perméable, donc cela peut entraîner une perturbation de l'équilibre hydroélectrique.
d'où la nécessité pour ces animaux de réguler constamment donc, la quantité d'eau et d'ion et de leur organisme, donc de façon à maintenir l'homéostasie. Donc, il faut dire que ces animaux, les amphibiens, boivent peu ou pas, ok, de la même manière que les mammifères. Donc, une grande partie de l'eau est absorbée directement à travers la peau, surtout au niveau d'une région ventrale appelée parfois zone pelvienne d'absorption. Et puis à la peau, les reins, la vessie, donc qui travaillent ensemble donc, pour maintenir l'équilibre hydrique. Le système nerveux, le système nerveux, alors, le système nerveux, comme vous le savez, coordonne toutes les fonctions de l'organisme, donc à savoir les mouvements, la respiration, la recherche et de nourriture, la production et les réactions face aux prédateurs. OK? Donc, la réaction face aux prédateurs. Donc, et le cerveau des amphibiens est organisé donc en plusieurs régions. Donc, il y a lieu de distinguer un, je dirais, l'encéphale. Donc, c'est le cerveau, centre de l'olfaction, vision et comportement, diencéphale, relais sensoriel, et 3, mésencéphale, réflexe visuel et auditif, ainsi de suite. Et puis, il faut dire, même si ce cerveau est plus simple que celui des mammifères, donc il répond parfaitement aux besoins des amphibiens. C'est le cas pour tous les animaux, peu importe la différence morphologique, structurelle existant entre eux et c'est les animaux. On dit entre les cerveaux, le système nerveux des animaux. Donc, chaque système est adapté ou bien convient à l'animal correspondant. Donc, il y a le système nerveux central qui comprend encéphalée, moelle épinière et puis système nerveux périphérique, les nerfs crâniens rachidiens. Et puis, il y a aussi les organes de sens, OK, qu'on retrouve et pour la plupart au niveau de la tête. Donc, en ce qui a trait à la vision, donc les yeux sont volumineux, donc est placé, comme vous voyez, au-dessus de la tête. Et cette disposition permet en fait à une grenouille de rester presque entièrement immergée tout en surveillant son environnement. Et on a vu ça également avec les crocodiles par rapport à la position des yeux au-dessus de la tête. Donc, ça permet à l'animal de rester immergé et tout en surveillant et soit les prédateurs ou bien les proies. Alors, il faut dire que la vision est particulièrement efficace pour détecter les mouvements et une proie immobile est souvent moins bien perçue donc une proie en déplacement. Bon, ça, c'est le cas pour les serpents, pour d'autres animaux. Donc, quand la proie est en mouvement, donc, elle est plus facilement et, et visible. Il y a l'audition. Il faut dire que les amphibiens possèdent un tympan externe bien visible et vous pouvez voir ça, un tympan externe bien visible. Donc là, c'est et derrière les yeux,
Donc, tympan externe est bien visible, notamment chez les grenouilles. Et les sons sont transmis vers l'oreille interne par un os appelé columelle. OK? Donc, le son est transmis et vers l'oreille interne par un os qui est en contact avec le tympan qu'on appelle columelle. Donc, cette audition joue un rôle majeur pendant la reproduction et car les femelles donc, reconnaissent les mâles grâce à leur chant. Donc, et certainement, vous avez déjà entendu les cris, les chants, parades des crapauds, bien des grenouilles, donc en période de reproduction. En ce qui a trait à l'odorat, l'odorat est très développé et il intervient dans la recherche de nourriture, mais aussi dans la reconnaissance des partenaires et reproducteurs. Et puis, ces certaines espèces, donc des signaux chimiques jouent un rôle important dans la communication. Et justement, puisqu'on a parlé de reconnaissance des partenaires reproducteurs, donc cette reconnaissance, c'est à travers la libération dans l'environnement des substances chimiques donc, qui sont reconnaissables entre les amphibiens mâles et femelles. Par rapport au toucher, donc là, c'est la peau, non seulement qui est très bien vascularisée, mais qui est très bien innervée aussi. C'est-à-dire, cette peau est riche en terminaisons nerveuses, donc qui permet à l'animal de détecter les vibrations, l'humidité, la température, les contacts avec le milieu ambiant. Donc, il y a des récepteurs tactiles sur la peau et aussi au niveau des extrémités des doigts. Et puis, il y a la ligne latérale. Il y a la ligne latérale. Donc, et cette ligne latérale qui rappelle les poissons. Donc, il y a la présence d'une ligne latérale, notamment chez les larves et chez certains amphibiens aquatiques. Et comme chez les poissons, donc cette ligne, c'est un organe sensoriel qui permet de percevoir les mouvements de l'eau, les vibrations, et elle disparaît, cette ligne disparaît lors de la métamorphose chez les espèces terrestres. Ok, nous allons poursuivre avec le cycle de vie des amphibiens. Donc, il faut dire que le développement des amphibiens n'est pas un développement direct. OK? Donc, il n'est pas un développement direct. Donc, tout commence avec les œufs qui sont produits dans l'eau. Donc, ces œufs qui ne sont pas bien protégés et nécessitent de l'eau. OK? Il n'y a pas une coquille. Les œufs sont entourés d'une membrane, en fait, qui ne les protège pas comme cela se doit. Donc maintenant, les œufs sont pondus dans l'eau. Donc ce sont des fécondations externes et chez la plupart des amphibiens. Et puis, ce sont des ovipares. Ovipares, c'est-à-dire ils pondent des œufs. Donc les œufs sont pondus dans l'eau et, comme je viens de le dire, sont entourés d'une enveloppe gélatineuse, en fait, qui les protège. Mais en fait, cette enveloppe ne les empêche pas de se dessécher en dehors de l'eau. Voilà pourquoi il est obligatoire que la femelle ponde ses œufs dans l'eau. Donc, et après quelques jours, apparaît l'embryon. Donc là, on est au stade 2. Donc, l'embryon se développe dans l'œuf. Donc, celui-ci se développe progressivement jusqu'à l'éclosion de la larve.
qu'on appelle Tita, donc qui mène une vie aquatique et qui respire par des branchies. Dans un premier temps, les branchies étaient externes. Après ça, ces branchies seront enveloppées d'une membrane. Donc, chez cette larve et Tita, donc, qui gagne et la ligne latérale. Donc, et la blanc caractérisée non seulement par les branchies, mais il y a une queue aussi, mais un corps qui est adapté à la nage. Un corps qui est adapté à la nage. Et il faut dire aussi au cours de sa croissance, donc apparaît et le tétard à pattes. Donc au début, c'était tétard et sans pattes, et après les pattes apparaissent. Donc, les membres postérieurs se développent d'abord, puis les membres inférieurs, et puis la queue commence à régresser. La queue commence à régresser, donc pour finalement disparaître chez une jeune grenouille, par exemple. Et à ce stade, le stade 5, jeune grenouille, donc la respiration pulmonaire est fonctionnelle. OK? Donc, et la respiration bronchiale disparaît et l'animal, à ce moment, commence à s'affranchir de l'eau. Et enfin, au point 6, donc c'est la vie terrestre. La vie terrestre, donc à ce moment, donc nous pourrons dire que l'ensemble de ces transformations constitue la métamorphose. Donc l'ensemble des transformations qui conduit le tétard à l'adulte, ok? Donc c'est ce qu'on appelle la métamorphose. Et vous voyez bien qu'il y a une différence, et non seulement tant sur le plan physiologique que sur le plan morphologique entre la larve, le tétard et l'adulte qui mène une vie terrestre et aquatique, alors que le tétard mène une vie exclusivement aquatique. Reproduction et développement. Reproduction et développement. Alors, dans ici, on a vu précédemment que le cycle de vie commence par les œufs. Le cycle de vie commence par les œufs. Donc maintenant, les œufs sont pondus dans l'eau. Ces œufs sont généralement déposés dans des mares, des étangs ou des ruisseaux. Et après l'éclosion, apparaît le tétard. Donc, ce tétard va subir au fur et à mesure des transformations qui va le transformer en jeune grenouille, donc qui par la suite va le transformer en adulte, donc qui va mener en vie double, donc on vit dans l'eau et on vit sur la terre ferme. Donc, on peut dire que ces animaux, ce sont des ovipares, ils pondent des œufs et la fécondation est externe. La fécondation est externe. OK, donc la fécondation est externe. Donc le mâle émet son sperme dans l'eau au contact des femelles. Donc, fécondation externe, cela veut dire que donc la rencontre entre donc l'ovule, donc la rencontre entre la fécondation externe, donc cela veut dire que donc la rencontre se fait dans le milieu. Et
Alors, oui, oui, donc là, excusez-moi. Oui, oui, donc je reviens, excusez-moi. Donc, alors, chez les amphibiens, donc comme on l'a dit, donc la fécondation peut être externe ou interne. Par exemple, chez les anneaux et notamment les grenouilles et les crapauds, donc la fécondation est généralement externe. Et il faut dire que la femelle pond des œufs et non fécondés, c'est au moment de la ponte. Donc, le mâle saisit la femelle et libère les spermatozoïdes sur les œufs. Donc, ce phénomène s'appelle amplexus. Donc, le mâle saisit la femelle et libère ses spermatozoïdes sur les œufs au moment où la femelle les pond et le plus souvent dans l'eau. Et après, vous avez les hirondelles, salamandres et tritons, et dont la fécondation est principalement interne. Donc, la fécondation est principalement interne. Donc, le mâle, en fait, dépose un spermatophore que la femelle récupère avec et son cloaque. Donc, c'est-à-dire la rencontre se fait à l'intérieur de la femelle. Et puis, il y a les gymnophioles ou encore les cécilies. La fécondation est toujours, la fécondation est toujours interne grâce à un organe copulateur appelé phallodéum. Donc, vous voyez qu'en fonction de l'ordre considéré, donc il y a des mécanismes différents de fécondation. Nous allons poursuivre avec l'importance écologique et menaces de ces amphibiens. Donc, il faut dire que ces amphibiens jouent un rôle important dans l'environnement. Et donc, ils participent à la régulation des populations d'insectes. Donc, vous savez ce que ces insectes donc, peuvent et les dégâts, les dommages que les insectes peuvent causer dans l'agriculture. Donc, il faut dire aussi que les amphibiens constituent un maillon essentiel des chaînes alimentaires aquatiques et terrestres. C'est aussi leur présence aussi est un indicateur de la qualité de l'environnement. Donc, ce sont des animaux qui sont très sensibles à la pollution et puis ils contribuent à la biodiversité et à l'équilibre donc des systèmes. Donc, ce sont par rapport à la chaîne alimentaire, il faut dire que ils servent de nourriture à de nombreux animaux, par exemple oiseaux, serpents, mammifères, poissons, mais en même temps, donc, ils se nourrissent d'insectes, ils se nourrissent des animaux plus petits. Donc, ils ont un rôle important, un rôle écologique important. Et comme la plupart, comme tous les animaux, donc, ils sont menacés. Et ces menaces viennent de la perte et de la fragmentation des habitants, des habitats, pollution de l'eau et des sols, et changements climatiques, maladies émergentes, et puis sur exploitation et introduction d'espèces exotiques. Contrôle hormonal
et de la métamorphose. Donc maintenant, il faut dire que la métamorphose n'est pas un phénomène spontané. Ce n'est pas un phénomène spontané. Donc c'est un phénomène est contrôlé par des hormones. Donc c'est un phénomène qui est contrôlé par des hormones. Donc le schéma, ce slide nous montre l'axe et hypothalamo-hypophysien thyroïdien, ok? L'axe hypothalamo-hypophysien thyroïdien. Donc, il y a l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse et l'hypophyse sécrète la TSH et qui agit sur la thyroïde et la thyroïde va sécréter la thyroxine ou T4 et c'est cette hormone qui va déclencher la métamorphose, c'est-à-dire les différentes modifications qui vont être opérées et pour transformer la larve en adulte. Donc, on ne va pas reprendre ces différentes transformations puisque vous les connaissez. Maintenant, parlons un peu de chaque ordre. Donc, nous avons vu les trois ordres, les céciliés, les gymnophiones ou apodes, les anours, les crapauds et grenouilles. Il y a les urodèles, donc les amphibiens avec une queue. Nous allons parler des gymnophiones. Et alors, caractéristique, absence de pattes, corps allongé cylindrique, police souvent annelée, et puis vie fossoriale. Ce sont des fouisseurs. Donc, c'est des animaux qui vivent dans la terre. Donc, ce sont, je dirais, les amphibiens les moins connus. Ok, les amphibiens les moins connus. Donc, leur vision est peu développée. Et par contre, ils possèdent des organes sensoriels très performants, donc, qui, en fait, leur permettent de détecter leur poids dans le sol. Donc, ils se nourrissent essentiellement de vers de terre, de termites et d'autres invertébrés. Fécondation interne, donc nous l'avons vu, et toujours interne, donc il faut préciser fécondation toujours interne. Et schéma, ça, les montre nous deux représentants. Il y a la Ichthyophis et puis Siphlonops. Donc, c'est deux représentants et deux seconds. Nous avons maintenant les urodèles, caractéristiques des urodèles, on les appelle aussi chordata. On les appelle aussi chordata. Donc, le terme chordata signifie qu'ils possèdent une queue. C'est d'ailleurs, je dirais, leur principal caractère distinctif, contrairement aux grenouilles. Donc, les urodèles conservent leur queue à l'âge adulte. Ok, donc ils conservent leur queue à l'âge adulte. Donc, corps allongé avec deux paires de pattes bien développées, larves aquatiques généralement branchiées, métamorphose partielle, incomplète, néoténie. Ok, la métamorphose est partielle et complète. Et vous vous rappelez, chez la larve, il y avait une queue. Maintenant, cette queue est conservée chez les urodèles ou encore les chordata. Et c'est la raison pour laquelle on parle de métamorphose, métamorphose partielle incomplète. Donc, quels sont les habitats eau douce, forêt humide, zone tempérée? OK? Et puis, nous gagnons quelques exemples. Alors, l'exemple le plus célèbre ici, c'est axolote.
c'est l'axolotl Ambystoma mexicanum. OK, donc qui gagne des voiles et ses branchies plumeuses. OK, donc externe, branchie plumeuse externe. Donc, malgré nous, il gagne l'apparence d'une larve, donc Jean-Noël là, il est capable, en fait, et, il est capable de reproduction. Jean-Noël là, il est capable de reproduire et de naissance à d'autres organismes. Alors, il faut dire que les urodèles sont des prédateurs, donc ils consomment notamment des insectes, des vers, des crustacés, des larves aquatiques, ok, des larves aquatiques. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, une première image là, c'est la salamandre, ou encore la salamandre tachetée. Et puis cette couleur que vous voyez, cette couleur, c'est en fait un signal d'avertissement destiné aux prédateurs. Et puis deuxième image là, alors nous sommes dans la salamandre, nous tombons dans triton, crété, et puis lui-même c'est Triturus cristatus, donc le triton crété, donc qui a une crête dorsale, donc ici c'est un mâle. Ok, c'est un mâle, donc cette crête qui est bien développée, notamment pendant la période de reproduction. Et puis les anneaux salientia, les amphibiens qui sont dépourvus de queue, donc les amphibiens chez lesquels la queue régresse complètement. Donc, adulte sans queue, patte postérieure puissant pour le saut, larve, tétard aquatique, métamorphose complète. Ça, c'est extrêmement important à se rappeler, métamorphose complète. Donc, il faut dire que les anneaux représentent plus de 90% des amphibiens actuels. OK? Et le mot anneau signifie littéralement sans queue. Anneau signifie littéralement sans queue. Donc, si nous regardons l'image, premier caractère, c'est l'absence de queue chez l'adulte. Donc, pendant la métamorphose, donc, la queue du tétard est progressivement résorbée. Et deuxième caractère, c'est les membres postérieurs qui sont très puissants et adaptés spécialement au saut. Donc, ils permettent également une nage efficace chez les espèces aquatiques et les pattes qui sont plus ou moins palmées. Donc, les pattes, par exemple, chez la grenouille qui sont plus ou moins palmées. Donc, il faut y rappeler que il faut que rappeler que c'est. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les anneaux, donc, eux-mêmes, le distinguer par l'absence de queue à l'âge adulte, donc, et leur adaptation à la vie terrestre et aquatique. Alors, on va s'arrêter ici. Et les prochains 10 slides feront l'objet d'une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, donc n'hésitez pas de me les transférer justement pour faire la lumière sur vos questions. Donc, merci et à la prochaine.